Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et c'est officiel, le 15 août est passé, ce qui veut dire que nous avons passé plus de la moitié du mois d'août, ce qui veut dire que la rentrée approche. Je suis désolée, ceux qui n'aiment pas particulièrement le mois de septembre pour tout ce qu'il implique, eh bien je suis désolée, mais il arrive les gars. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui vont retourner au travail, à la fac, à l'école, que sais-je, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les nouveautés vont reprendre et il était effectivement temps de faire un petit point sur les sorties de ces prochains mois qui arrivent parce que les gars, il y a du lourd et je vais craquer en fait, clairement, je vais, voilà, comme ça. Je vous propose donc de faire un petit point sur ces sorties que j'ai repérées. Évidemment, comme d'habitude et comme toutes les autres vidéos que j'ai fait un peu sur le même sujet, la liste n'est absolument pas exhaustive. Déjà parce que j'aurai pas le temps de vous parler de toutes les sorties qui vont avoir lieu. Ensuite parce que j'en ai forcément loupé. J'ai beau être à la fois sur les réseaux sociaux littéraires et en même temps être libraire, il y a toujours des infos que je loupe. Et quand le livre arrive en rayon, je suis en mode... mais what? Et des fois même, c'est un livre qu'on reçoit pas forcément en librairie mais que je voulais trop et du coup je finis par le commander. Enfin bref, vous avez compris, c'est sûr que j'en ai oublié. Je compte sur vous, le cas échéant, pour me dire ce que j'ai oublié en commentaire, mais on en reparlera. Et c'est d'autant plus le cas pour les mois un petit peu plus loin parce que là j'ai des sorties à vous présenter jusque genre octobre. Mais en fait plus on s'éloigne et moins les maisons d'édition ont déjà annoncé ce qui allait sortir, donc c'est totalement possible que j'oublie genre The Méga Sortie ou que plus tard se rajoute The Méga Sortie. Donc bref, on en reparlera à ce moment-là parce que je pense que ce genre de vidéos j'aime trop les faire parce que je me hype toute seule, je vous hype, bref on se hype et je me dis c'est pas mal, donc on en refera sans doute peut-être genre en octobre ou... enfin je sais pas, on verra. On va se concentrer sur les sorties des prochains mois déjà, on verra après. Et sans plus tarder, commençons. J'ai essayé de faire un peu dans l'ordre, j'allais dire alphabétique, pas du tout, dans l'ordre chronologique. Et de manière tout à fait logique, nous commençons avec un livre qui est déjà sorti, je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est un livre qui est sorti le 15 août, donc hier. Attendez, quel jour va sortir cette vidéo? Oui, je crois que c'est hier. Bon, bref, en tout cas, c'est un livre qui est sorti le 15 août, mais que je n'ai pas encore eu le temps d'acheter, bien évidemment, ou de lire encore moins. Mais j'avais envie de vous en parler parce qu'il me tente de ouf. Ça fait un moment que je l'ai repéré et en plus, j'ai vu passer beaucoup d'avis d'influenceuses qui avaient reçu des épreuves non corrigées sur Instagram, qui avaient surkiffé. Je me dis... let's go. Ça s'appelle A Dawn of Onyx, le tome 1 s'appelle Les Pierres Sacrées, ou alors c'est la saga qui s'appelle Les Pierres Sacrées, tome 1, A Dawn of Onyx. Bon, anyway, ça sort aux éditions Olympe, et c'est une romantaisie qui a l'air incroyable, je vous lis le résumé. Arwen n'a jamais pensé être courageuse, pourtant lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi Onyx. Roi d'Onyx. Impossible d'affronter seule les bois anciens et maléfiques qui entourent le château. Coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader lui-même. Tout en cherchant à s'échapper, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et bien plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources? Quelles sont donc les véritables causes de la guerre qui fait rage? Toum, 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 toum. Le résumé est assez bateau, en vrai, on va pas se mentir, mais je sais pas pourquoi ça me tente. Ça me tente parce que, peut-être parce que j'ai vu justement des extraits sur Insta ou des avis de personnes dont j'ai à peu près les mêmes goûts, je ne sais pas. En tout cas, lui, il va pas tarder à passer à la caisse et après à la casserole. C'est-à-dire, je vais l'acheter et après je vais le lire. Ensuite, et alors celui-ci, je vais poser la tablette pour vous montrer parce que j'ai une épreuve non corrigée. Mon bébé d'amour! Évidemment, le 21 août, aux éditions Comet, il y a La théorie des couleurs qui sort. C'est Tilly in Technicolor en anglais, que moi j'ai lu en anglais. Je vous ai baratiné pendant des piges avec ce livre puisque ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023. Et là, enfin, il sort en français. Et vous voyez, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de me faire une relecture et je l'ai dévoré. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est tout aussi incroyable qu'à ma première lecture. Parce que souvent, c'est l'effet découverte qui fait que t'es en mode « wow, c'est absolument génial ». Et à la relecture, t'es en mode « ouais, ok, c'est cool », mais tu sais, un peu déçu. Comme si ton cerveau, il avait un petit peu amplifié les souvenirs que t'avais de ce livre. Ce n'est absolument pas le cas avec celui-ci. Je l'aime peut-être encore plus qu'à ma première lecture parce que je savoure peut-être encore plus l'histoire, parce que je vois des choses... Enfin, il est incroyable, les gars, incroyable. Là, comme je vous disais, moi, c'est une épreuve non corrigée que j'ai, mais il va sortir avec un joli jaspage. Et je vous ai déjà dit la date. Bon, au pire, je le redis, 21 août, chez Comet. Et en gros, c'est l'histoire de Tilly qui a fini le lycée et qui, le temps d'un été, va partir en Europe avec sa sœur qui vient de monter une petite start-up de vernis à ongles. Contrairement à Tilly, je ne serai sans doute pas embauchée pour représenter la start-up puisque mon vernis à ongles est toujours une catastrophe. Bref, c'est un vernis à ongles un peu bio, hyper moderne, tout ça. Et en gros, elle va aider sa sœur qui fait un petit road trip pour essayer de démarcher les magasins pour qu'ils vendent son vernis à ongles. Et il se trouve que Tilly a un TDHD,
Non, attendez quoi? Comment c'est en français? J'ai l'impression que TDHD c'est en anglais, non? Non, c'est ça, c'est TDAH en français. Et du coup, Tilly, elle a un TDAH, ce qui fait qu'elle a énormément parfois de mal à se concentrer sur certaines choses. Et à côté de ça, du coup, l'autre stagiaire de l'entreprise de sa sœur, c'est Oliver, qui lui est sur le spectre de l'autisme. Et du coup, ils ont deux manières d'être totalement différentes, ce qui fait qu'au début, ça va clasher de ouf. Et au final, eh bien, ils vont se rapprocher et se comprendre un peu mieux, ce qui va leur permettre en fait de comprendre un peu mieux le monde qui les entoure. Je vous ai déjà parlé de ce livre, énorme pépite, je vous jure, il est magnifique. Évidemment, je suis pas la mieux placée pour vous dire si c'est une bonne représentation du TDAH ou de l'autisme ou de tous les sujets hyper importants qui sont abordés, mais je le trouve personnellement, pour ce que ça vaut, hyper juste, hyper beau, incroyable, incroyable. Et vous savez que ce livre, je l'aime tellement que la semaine prochaine, à peu près au moment de sa sortie du coup, et il y aura une vidéo spécialement dessus, voilà, donc c'est pour ça que je n'insiste pas plus. On se retrouve la semaine prochaine pour fangirler comme Jaja sur ce livre. Le 28 août, aux éditions PKJ, sort le deuxième tome de Royal Blood qui s'appelle Royal Scandal, et il n'y a pas le résumé. Enfin si, pardon, c'est moi en fait qui sais pas lire un site internet correctement, tout va bien. Mais en même temps, je vais pas vous lire le résumé du tome 2, puisque c'est un tome 2. J'avais kiffé le tome 1 à tel point que je vous avais fait, je crois, une vidéo dessus. Donc pareil, je vous mettrai le lien par là-haut et dans la barre de description si vous voulez regarder ma vidéo qui parle de ce livre qui était vraiment trop cool. J'avais kiffé. En gros, c'est l'histoire de Evangeline qui est la fille du roi d'Angleterre, mais la fille cachée en fait. Et suite à un concours de circonstances, il se passe plein de choses qui font qu'elle est obligée entre guillemets de retourner en Angleterre et donc d'être un peu projetée sur la place publique parce que jusqu'à présent son existence était un secret bien gardé. Et là en fait le monde entier découvre que le roi d'Angleterre a une fille bâtarde et cachée, et elle se retrouve sous le feu des projecteurs. Donc elle a plein de choses à assimiler pour faire partie de la famille royale. Mais surtout, ce qui est plus embêtant, c'est qu'à peu près au moment où elle arrive, y a un meurtre qui est commis dans une fête où elle est. Et du coup, elle est un peu la suspecte, ce qui la fout quand même très très mal pour la famille royale. Vous en doutez. Donc il y a un côté un peu enquête, mais c'était surtout, je sais pas, c'était l'ambiance qui était trop immersive, j'avais surkiffé. Et du coup là c'est un tome 2 parce que à la fin du tome 1 on a nos réponses, enfin tu vois, tout est bien qui finit bien entre guillemets, mais il y a quand même une petite ouverture, t'as vu. Donc j'ai trop hâte de retrouver l'ambiance, les personnages, tout ça. Faudra quand même que je me remémore un peu ce qui s'est passé, oui, mais les personnages, il y en avait quand même pas mal dans la famille royale. Ce serait bien que je me fasse un petit récap. Dans ces cas-là, ma solution, c'est d'aller voir le compte de Summary's Book parce que elle fait des résumés hyper spoilants, hyper détaillés. Et souvent, c'est très utile pour te souvenir de ce qui s'est passé dans le tome 1 avant de lire le tome 2. Je vous mettrai encore une fois son compte dans la barre de description. J'espère qu'elle aura fait un résumé du tome 1 parce que ça pourrait m'être très utile. Toujours le 29 août, aux éditions Lumen cette fois-ci, il y a The Pairing de Casey McQuiston. Je sais jamais dire son nom à elle. C'est dingue, hein. J'ai lu au moins 4 ou 5 de ses bouquins. Mais alors, son nom de famille, incapable de le dire, pourtant il n'est pas extrêmement compliqué. McQuiston. Bon, bref. Je suis trop fan de la couve, déjà, je ne sais pas pourquoi, ça m'envoie trop des bonnes vibes. Le résumé dit que Théo et Kit se connaissent depuis toujours ou presque. Ils ont été meilleurs amis, colocataires, amoureux et maintenant ex. Après une violente dispute lors du vol Los Angeles-Londres qui les menait au voyage de leur rêve en Europe, ils se sont séparés définitivement sans plus jamais se revoir. Sauf que le destin en a décidé autrement. Leur bon d'achat respectif pour cette virée européenne annulée 4 ans plus tôt va bientôt expirer. Voilà pourquoi, sans le savoir, Théo et Kit ont eu la même idée et réservé le même tour d'Europe exactement aux mêmes dates. J'ai bugué là, non? Exactement aux mêmes dates. Exactement aux mêmes dates. Ils se retrouvent coincés l'un avec l'autre pour 3 longues semaines dans les villes les plus romantiques au monde. Mais peu importe, par contre, faut arrêter de dire que l'Europe c'est romantique, hein. Genre moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, les gars, c'est Paris, capitale de l'amour. Why not, hein? Mais pourquoi? Enfin, je comprends pas ce qu'il y a de romantique en fait à Paris plus que dans d'autres villes. Peut-être que c'est parce que j'y suis jamais allée en couple, mais je comprends pas le bail en fait. Genre c'est quoi? C'est l'air pollué qui vous met dans tous vos états? C'est les rats qui courent dans les rues, les métros bondés, franchement, faut m'expliquer. Mais c'est un autre sujet, c'est the American gaze, tu vois. C'est le regard américain qui amplifie la chose, je ne sais pas. Du coup, j'en étais où avec ça? Ah oui, peu importe, il n'y a plus rien entre eux. Théo a fait une croix sur Kit et compte bien le lui prouver en proposant un petit jeu qui risque de faire... Gros bug. En proposant un petit jeu qui risque bien de faire souffler un vent nouveau sur les braises de leur ancienne relation. Ouh, ça a l'air vraiment trop cool. Vous-même, vous savez, j'ai kiffé My Dear Fucking Prince. J'ai beaucoup aimé I Kissed Sarah Wheeler et One Last Stop, mais j'ai l'impression d'en avoir lu un autre d'elle, non? Faut croire que non, puisque... Apparemment, elle n'a écrit que ça, qui a été traduit en tout cas. Je ne sais pas, on s'en fout, Marie, concentre-toi. En tout cas, celui-ci a l'air vraiment incroyable, à base de road trip, à base de second chance, j'adore ça. C'est parti.
Enfin c'est parti, ce sera parti le 29 août quand il sortira en librairie du coup. J'ai pas précisé mais pour certains... Attends, je vous ai présenté quoi là déjà? Aucune mémoire la meuf. Oui normalement jusqu'à présent tous ceux que je vous ai présentés je vais recevoir un service de presse sauf Dawn of Onyx que je vais acheter de mon propre flouze, t'as vu? Mais sinon Royal Blood, La théorie des couleurs et celui-ci je vais recevoir un petit service de presse et je suis trop contente parce que c'est le genre de livre que je sais que je vais kiffer. Ensuite, on passe à... Non, on est toujours en août. On est le... Who knows? Who knows? Il n'y a pas la date. Le 27 août, enfin bref, fin août quoi, il y a un livre en anglais qui sort que j'attends avec tellement d'impatience les gars. Il s'agit bien évidemment de Daydream de Anna Grace, qui est la suite du coup de Icebreaker et Wildfire. Je vais pas vous faire le résumé, mais en gros, si vous avez lu les deux premiers, ou même si vous n'avez lu que le premier, le troisième tome se concentre sur le personnage de Henry, qui est un des amis du coup de... Comment il s'appelle? Ethan? Pas du tout, Nathan. Pourquoi j'ai voulu l'appeler Ethan, on ne sait pas. Mais en gros, dans le premier, Nathan, il a son équipe de hockey. Et c'est ses potes, et c'est souvent même dans sa coloc. Et Henry, c'est un d'entre eux qui est incroyable. Genre, on l'a vu peut-être 5 minutes dans le premier tome, j'étais déjà in love de lui. Et tous les aperçus qu'on a à chaque fois, je suis méga fan. Donc j'ai trop hâte d'avoir son histoire. En plus, j'ai l'impression que c'est une histoire... Ouais, c'est ça, ça va un peu me rappeler The Deal, j'adore ça. C'est en gros, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à réussir ses cours. Et elle va l'aider parce que c'est un peu une bookworm. Elle est trop douée, tu vois, à l'école. Donc... un petit peu de tutorat là, j'adore ça. Et vraiment j'ai trop hâte de retrouver le personnage de Henry parce que ce qu'on voit de lui est hyper intéressant, mais je pense qu'il y a tellement plus du personnage qui mériterait d'être exploité que j'espère que ça sera fait correctement. Et j'espère ne pas être déçue parce que, pour rappel, le dernier livre que j'attendais avec autant d'impatience, c'était le nouveau de Helena Armas qui s'appelle The Fiancé Dilemma. Et genre ça faisait 1 an que je l'attendais, tu vois. Et en fait j'ai été grave déçue. Donc lui, ça fait 1 an que je l'attends aussi. Si je suis déçue, je crame tout, je vous préviens, je crame tout. Pas dans l'abus. On passe ensuite au mois de septembre, toujours avec un livre en anglais qui s'appelle Wild Eyes et qui est bien évidemment le 2e tome dans la nouvelle saga de Elsie Silver. Pareil, je vous fais pas de résumé. Grosso modo, sa nouvelle série, à chaque fois, c'est sur un single dad, enfin un père célibataire. Je sais pas pourquoi je ne traduis pas cette expression. C'est hyper simple à traduire, Marie. Mais peut-être aussi c'est tellement simple que je me dis vous allez comprendre quand même. Bref, en tout cas, dans le premier tome, on introduit du coup un groupe de papas célibataires. Et là, c'est sur le 2e du coup du groupe qu'on a un petit peu aperçu dans le premier tome et sur une chanteuse country qui va débarquer de nulle part. Enfin, ça a l'air incroyable. Je sais que là, comme ça donne pas envie parce que je vous donne des infos qui n'ont ni queue ni tête et qui ne se raccrochent pas les unes avec les autres. Mais je vous promets, le premier tome était incroyable, le 2e tome va être incroyable. Et c'est pareil, Elsie Silver, pour le moment, elle ne m'a jamais déçue. Never. Jamais déçue par cette autrice. Donc si ça commence avec lui, je vais très mal le vivre. Il y a des auteurs comme ça, pour le moment, ils ne m'ont jamais déçue. Et du coup, je vis à la fois dans l'attente de leur prochain livre parce que je sais que je vais kiffer et en même temps dans la terreur, c'est pas de la peur, c'est de la terreur qu'un jour ils vont faire quelque chose qui ne sera pas du même niveau, ce qui arrive, ce qui est normal, et même si c'est du même niveau, peut-être que les thèmes me parleront moins ou j'accrocherai moins au personnage ou quoi. Et en fait, ça serait tellement horrible pour moi, je pense que ça me bouleverserait. Par exemple, Ali Hazelwood, Elsie Silver, bon pas Rick Riordan bien sûr, dans un genre totalement différent. Plus récemment là je pense à Lee Stamford qui a fait la saga Windy City. En fait pour le moment c'est du sans faute, 100% sans faute. Donc tenez bon les meufs, accrochez-vous, ne me décevez pas. Je me suis beaucoup trop étalée sur ce sujet. On continue. Le 4 septembre, aux éditions Hachette, paraît La tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi, qui est aussi sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai son compte dans la barre de description. La couverture est beaucoup trop belle. Et c'est un roman qui me fait de l'œil depuis un long moment, puisque pour la petite anecdote, j'étais à Montreuil l'année où Sarah pitchait un peu son roman aux éditeurs qu'elle croisait sur le salon. Et on avait mangé avec elle le soir, parce qu'il y avait une petite réunion Bookstar. Et elle nous avait pitché son roman. Et ça donnait trop envie. Donc dites-vous, moi j'ai envie de le lire ce livre depuis décembre 2022. Ça date quand même, donc je suis très impatiente et surtout très heureuse que Sarah ait pu trouver un éditeur du coup et que voilà, on puisse découvrir son univers. Le résumé dit: à Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable, une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée dans l'atrium, lieu saint depuis l'enfance. Attendez, j'ai oublié une virgule là, non? Oui. Cloîtrée dans l'atrium, virgule, lieu saint, virgule, depuis l'enfance, virgule, ça fait beaucoup de virgules quand même, elle tisse les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit accidentellement son propre futur dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un magicien, pas du tout, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Let's go! J'ai trop
hâte de découvrir ça. Toujours en septembre, mais cette fois-ci le 11 septembre, aux éditions Hugo Romance, il y a le premier tome du... Je ne sais pas comment s'appelle la série, je suis en train de me dire. Je ne sais pas. En tout cas, ça s'appelle Le Roi de la guerre et du sang. Vraiment, faut arrêter avec ces titres par contre. Hein. Le sang et la cendre, le nanana de blablabla, un palais de trucs et bidules, là c'est bon. Hein. On l'a vu et revu, on finit tous par les confondre, ça, moi ça me perturbe. Mais celui-ci, je vais vous lire le résumé et on en parle après. Le résumé dit: leur union et sa revanche. Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Bonne ambiance déjà. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrian Alexander Vassilev, et le tuer. Oh, décidément, on reste sur la bonne ambiance niveau mariage, entente conjugale, tout ça. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrienne menace Isolde de l'élever au rang de morte vivante si elle tente à nouveau de le tuer. Confrontée à la possibilité de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la brutale cour des vampires. Mais ce n'est pas le tribunal qu'elle craint le plus, c'est Adriane. Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi féroce, sauvage, sans pitié, l'a choisie comme épouse. La réponse va bouleverser son monde. Ça m'envoie de très très grosses vibes de Bride de Ali Hazelwood, mais n'ayant jamais lu de Romantaisie par Scarlett Sinclair, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Vous vous doutez bien que Hadès et Perséphone m'a intriguée dès le début, parce que mythologie grecque, t'as vu. Sauf que j'ai laissé passer un peu la hype, et en fait j'ai vu pas mal d'avis assez négatifs, et surtout en fait je vois pas l'intérêt si c'est que du smut. Genre, vous-même vous savez, maintenant ça me gêne plus trop le smut, mais s'il y a que ça en fait, non merci. Donc là, s'il y a vraiment ce côté intrigue politique et un peu enemies to lover, mais qui est bien fait et bien amené, pourquoi pas, je peux même fermer les yeux sur quelques scènes de smut, enfin je me doute qu'il y en aura un peu plus que quelques-unes, mais bon on verra. Par contre c'est qui tout double, c'est du coup soit je vais beaucoup aimer, soit je vais trouver ça pas très original, plat, et je sais pas, écoutez on verra, on va pas non plus commencer à cracher sur le livre alors qu'on l'a pas lu. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner en tout cas, et ça sort donc le 11 septembre aux éditions Hugo Roman. Pour le prochain livre que j'ai repéré, pareil je vais poser la tablette et vous montrer à la beauté, puisque j'ai aussi reçu un service de presse très en avance pour le coup, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut admirer cette beauté? Ça s'appelle donc La Bénie de Césarée de Lys Chrysler ou Demos. Ou attendez quoi? Ah bah il y a deux auteurs? Je suis perturbée là. Marie a pas tout compris hein. Bon en tout cas ça s'appelle La Bénie de Césarée et ça sort le 5 septembre aux éditions Gulfstream. Je me suis un peu embrouillé les pinceaux là quand j'ai fait mon ordre chronologique qui est pas vraiment chronologique. Faut suivre avec moi, hein, faut s'accrocher. Et si jamais d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je mettrai de toute façon la date de sortie à côté des titres dans la barre de description, parce qu'à chaque fois je récapitule les titres dont j'ai parlé, et vu que je fais n'importe quoi et que je veux pas vous perdre, cette fois-ci je mettrai aussi les dates de sortie des livres. Voilà, c'est tout. Revenons-en à cette merveille, parce que regardez comme c'est beau. Déjà la couverture est sublime. Sublime. Ils ont écrit le résumé, rien que ça c'est beau. Mais alors le jaspage, s'il vous plaît, je suis méga fan. À l'intérieur, on a une illustration, enfin une carte, et oh bah, je l'ai reçu dédicacé, oh. J'avais même pas vu, mais je suis beaucoup trop contente. Ce tampon est magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais c'est trop beau. Et bah mince, je pensais que j'avais reçu une illustration. Ah voilà, il y a ça derrière, et j'ai reçu une petite carte d'ailleurs avec cette illustration. Waouh, juste waouh. Gulfstream, c'est une maison d'édition qui fait des choses absolument sublimes et je suis tellement frustrée de voir à chaque fois que leurs romans ne sont pas plus connus et reconnus, parce que franchement, c'est des pépites à chaque fois. Genre, je suis désolée, mais Steam Sailor, pépite. Des Cahiers d'Obscurité, pépite. Bon, j'en ai lu d'autres, je m'en souviens plus là, mais c'était des pépites. Et surtout, il y a un travail éditorial qui est incroyable. Enfin, je suis désolée, le livre, il fait 23 €, ok. Enfin, par rapport à un livre tout simple, banal, classique, qui a rien du tout, qui a 20 balles, je suis désolée, là on se fout pas de nous. Faut vraiment que je me calme, parce qu'on dirait une déclaration d'amour à Gulfstream. Mais en fait, non, je me calmerai pas. Je vous aime, ok. Vous nous faites des livres de qualité. Et je vais le dire, ok, ça reste entre vous et moi. Si un jour PKJ commence à en avoir marre de moi et me dit casse-toi la gueuse là, ils le diront pas comme ça je pense, mais ils mettront les formes, mais ils me diront écoute Marie, voilà. Et bah moi je vais prendre mes petites valises et mes petits bouquins et je vais aller taper à la porte de Gulfstream en leur disant coucou, s'il vous plaît. Bref, c'est un futur hypothétique et de toute façon j'espère continuer à travailler avec PKJ pendant très longtemps. Vous-même vous savez, la maison de mes rêves et l'équipe est incroyable. Mais si jamais ça doit arriver, Gulfstream, préparez-vous, j'arrive. Je suis partie beaucoup trop loin, recentrons-nous. Ça m'a mis dans tous mes états d'évoquer ça là. Allez. Et de quoi ça parle? Parce que c'est bien beau d'être beau, mais de quoi ça parle? Donc le résumé dit: voilà 10 ans que Césarée et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Verina, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire, lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. 10 ans que dirigeante de cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et ses pouvoirs
pouvoir faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors quand le charismatique général ennemi, Kiaran, je sais pas comment on dit, est capturé, Verina en est convaincue, il sera la pièce qui lui manquait pour remporter ce jeu d'échecs politique en place depuis trop longtemps. L'impératrice ne se doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé, et qu'il sera tant l'instrument de son bonheur que de sa déchéance. Je me suis re-hypée en lisant le résumé, les gars. Trahison et alliance, rituel oublié, secret murmuré et désir inavoué, bienvenue à Césarée, l'Empire du Soleil, mais let's go! Je suis en train de me dire, quel est mon planning de lecture? Parce que là, il vient de repasser, mais on top of the planning, direct. Donc, vous l'avez compris, inspiration romantique, mais avec une bonne pointe de fantastique. Si c'est bien fait, avec aussi une héroïne qui a l'air hyper badass, une relation enemies to lover qui va arriver comme ça. Je suis hyper hypée, j'ai beaucoup trop hâte et ça sort donc le 5 septembre. À tout moment, vous avez droit à une vidéo spécialement sur ce livre si je le kiffe. Je dis ça, je dis rien. Le 5 septembre aussi, aux éditions Addictésie cette fois-ci, il y a le 13e dieu qui sort et celui-ci m'a aussi fait de l'œil puisque c'est aussi une réécriture un peu de... Enfin, inspiration en tout cas de mythologie. C'est marqué que le 13e dieu, jadis honoré et respecté, a été banni de l'Olympe et jeté dans les abysses du Tartare. Donc en fait, c'est pas vraiment inspiration, c'est même clairement mythologie grecque. Pendant 2 millénaires, son nom a sombré dans l'oubli et la superstition du nombre 13 est né. Mais les chaînes des enfers ne peuvent contenir éternellement une divinité assoiffée de vengeance. Le moment est venu pour Kratos, pas hyper sexy comme prénom, dieu du pouvoir, déjà tout de suite ça remonte un peu le charisme du mec, de se libérer et de se venger des dieux qui l'ont trahi. Sa première cible, celle qui l'a précipité dans l'obscurité, Artémis, déesse de la chasse et de la chasteté. Seulement après tant d'années, le monde a changé et les dieux avec lui. Certains Olympiens vivent aux côtés des hommes, les inventions humaines rythment la vie sur Terre et les cités guerrières ne sont plus que des ruines. Artémis elle-même n'a plus rien de celle que Kratos a connue, alors quand le 13e dieu retrouve la déesse qui l'obsède, sa quête de réponse prend une tournure inattendue. Ça veut dire 100% Artémis, elle a dit écoutez, c'était bien gentil d'être vierge, mais à un moment, on se fait chier, c'est sûr elle est passée à la casserole Artémis. À quel moment dans ma vie, mes lectures ont pris un tournant où je suis amenée à dire ce genre de phrase à la caméra. C'est surréaliste, mais en même temps je me dis c'est une romantaisie, je sais pas, écoutez, on verra, mais j'espère que ça va pas tourner que autour du fait qu'il veut pécho Artémis, hein, voilà, parce que sinon ça va m'énerver. En tout cas, j'aime bien la couverture, le résumé est quand même assez cool, je pense que ça promet des situations assez épiques, et moi vous savez que de toute façon tout ce qui est un peu réécriture mythologie grecque, je kiffe, donc hâte de découvrir ça aussi. Le 11 septembre aux éditions Naos sort le 2e tome de Emblème qui s'appelle Le secret d'Arcronde. J'arrive jamais à le dire correctement, ce mot c'est dingos. Et il n'y a pas de résumé, ce n'est pas grave parce que de toute façon je ne voulais pas le lire pour ne pas me spoiler. Par contre c'est extrêmement difficile de vous faire un résumé de Emblème parce que c'est un roman qui est à la fois dense, extrêmement fascinant, mais quand même très compliqué à résumer. Grosso modo, j'ai oublié leur prénom par contre. Oh damn, attendez, je vais chercher le tome 1. Il y avait un truc en E. Ah oui, Ereb. Je vais vous lire le résumé du tome 1, comme ça, écoutez, on sera bon. En gros, c'est l'histoire de Ereb qui ne quitte jamais son manoir traumatisé par l'attaque d'une créature de cauchemar pendant son enfance. Et pourtant, il accepte de se marier à Cécilie, puisqu'il est le seul qui corresponde aux critères étranges que la jeune fille fortunée recherche, parce qu'en fait, elle veut se marier pour avoir juste l'indépendance, pouvoir partir en exploration, parce que dans cette société où elle vit, les femmes font la popote, mais n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Or, elle veut faire ce qu'elle veut, donc elle décide de se marier, de trouver un mari un peu docile, tu vois, genre qui va pas lui prendre la tête, comme ça elle peut faire ce qu'elle veut. En gros, ils arrivent à un arrangement en mode ok, lui ça rehausse un petit peu son côté... tout le monde pense qu'il est asocial et trop bizarre, le fait de se marier, on lui fout la paix, et elle, elle a un peu de liberté. Et puis après, il y a une histoire du coup de monde à explorer, parce que le monde est quand même assez riche, il ressemble à ça, et en fait elle veut explorer tout ça, et on les suit un peu dans leur aventure, c'est incroyable, c'est l'ambiance en fait qui est dingos. Le roman est magnifique, c'est trop bien écrit, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Toujours le 11 septembre, mais cette fois-ci aux éditions Page Turner, il y a le roman This Dark Descent de Kalin Josephson qui sort et là j'ai reçu une épreuve non corrigée du coup au travail, mais la version définitive va être sublime, je le sens déjà. C'est un roman qui fait quand même beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux anglophones. Ça m'est fini dans tous ses états. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, que ça fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux anglophones et tu sens que ça va être un univers de fantasy quand même assez riche quand déjà t'as une carte comme ça, mais surtout que derrière t'as ça. Genre, c'est quoi? C'est un arbre généalogique? Non mais c'est la famille royale, ça a l'air très compliqué, mais ça me hype de fou. Le résumé, tous les 10 ans, les citoyens de Veradel se rassemblent pour Lilinir, une course de chevaux magiques célèbre pour ses formidables récompenses et le nombre élevé de morts qu'elle entraîne.
Toujours une bonne ambiance, hein, on parle là-dessus. Mikira Russell, je sais pas comment on dit, descendante d'une famille renommée au bord de la ruine, se voit obligée d'accepter un pari du cruel Lord Kelbra. Si elle gagne Lilinir sans cheval enchanté, elle obtiendra la liberté de son père et l'annulation de la dette familiale. Un pari a priori impossible à gagner, jusqu'à ce qu'un sponsor improbable se présente à Mikira. Damien Eder, un jeune lord élégant et ambitieux. Dans leur quête de la victoire, Mikira et Damien sont rejoints par Ariel, une belle enchanteresse au passé sombre, et Red, un voleur, non pas du tout, un serviteur, je sais pas pourquoi j'ai voulu qu'il soit voleur lui d'un coup, un serviteur renfrogné et étrangement loyal, donc rien à voir quoi. Au cœur de leur mission périlleuse et désespérée, des liens spéciaux se nouent entre les 4 jeunes gens, mais dans un monde dangereux où toute l'élite est corrompue, Mikira découvre bientôt que la trahison n'est pas toujours un choix. Franchement, potentiellement, il y a tout ce qu'il faut. Hein. J'attends de voir ce que ça donne, bien évidemment, on ne s'emballe pas trop, mais il y a potentiellement tout ce qu'il faut. Y compris une petite citation de Alison Saft, l'autrice du coup de La chasseuse et l'alchimiste et de Un enchantement si fragile. Une autrice dont j'admire le style et la manière qu'elle a de créer des univers très originaux. Je me dis, si elle a kiffé ça, pourquoi pas. Ensuite, le 18 septembre aux éditions Calix sort le roman Assistant to the Villain, et celui-ci me fascine parce que à la base, en fait, je sais pas si vous avez un peu suivi cette histoire, c'est un roman qui fait le buzz sur les réseaux anglophones aussi, parce que à l'origine, il vient de l'idée de son autrice. Elle avait cette idée d'une personne qui était en fait un peu genre la réceptionniste, tu vois, du méchant, et elle faisait des vidéos sur TikTok en mode des situations, des POV, ton chef rentre alors que voilà machin et tout. Et ça a tellement fait le buzz, ça a tellement généré de l'engouement qu'elle s'est dit, mais tu sais quoi, je pourrais écrire un roman avec ça. Et elle l'a fait, et je crois qu'il y a 2 tomes qui sont déjà sortis en anglais. Et là, du coup, le premier est traduit en français. J'ai trop hâte de découvrir ça. En plus, aux éditions Calix, il y a toujours 2 éditions différentes, donc la version brochée classique et une version reliée qui va être magnifique, je le sens. Le résumé, c'est: avec une famille à charge, avoir un job pour Evie-Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de René Down se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage, quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. Trop curieuse de voir ce que ça va donner, et je pense que petite romantaisie bien classique, mais en même temps pas si classique que ça, parce que les thèmes sont originaux, donc vraiment, let's go. Le 18 septembre aux éditions Hugo Roman, il y a More Than Words de Mia Sheridan qui sort, et celui-ci je vous l'ai mis dans la liste. J'ai pas vraiment lu le résumé, je vous le cache pas, je vais le découvrir avec vous, mais en fait quand j'ai vu Mia Sheridan, je me suis dit let's go, parce que j'avais lu Skyland, c'était mon premier roman de l'autrice, et ça avait été un tel coup de cœur, je l'avais lu en 2 heures le truc tellement j'étais à fond. Je me suis dit, si elle refait sa petite magie et que je suis autant happée par celui-ci, je suis là pour ça. C'est une romance, ça bien sûr. C'est l'histoire de Jessica Cresswell qui, à 11 ans, rencontre Callen Ace et elle sait immédiatement qu'il était un prince brisé, son prince. Ils étaient devenus un refuge l'un pour l'autre, un havre de paix magique loin de leurs vies respectives perturbées, jusqu'au jour où Callen l'a embrassé, le premier véritable baiser de rêve de Jessica, puis a disparu de sa vie sans un mot. Super. Des années plus tard, nul n'ignore qui est Callen Eyes, un compositeur consacré, un bad boy tristement célèbre. Ce que personne ne sait, c'est que sa musique est verrouillée profondément de l'intérieur, comme prisonnière de ses propres démons. Lorsqu'il s'exile en France pour tenter de se sortir de l'obscurité par l'alcool, Callen tombe sur la seule personne capable de redonner vie à sa musique, Jessica, sa Jessie. Elle a encore le goût, la fraîcheur de la tendre innocence. Hein? Quoi? Et elle le rend fou de désir. Elle était horrible cette phrase. Elle a encore le goût, la fraîcheur de la tendre innocence. Mais on dirait un gros pervers qui parle, ça me dégoûte. Bon, continuons le résumé quand même. Mais ils n'appartiennent plus au même monde. Trop d'erreurs, trop de secrets, trop de mensonges. Tout ce qu'il leur reste, c'est cette attirance instinctive, ce désir et quelque chose qui ressemble dangereusement à de l'amour. Bon, je vous le cache pas, j'ai été légèrement refroidie par cette simple phrase qui me... voilà. Mais je pense que ça va être un peu dans le même esprit que Skyland, c'est-à-dire des personnages vraiment mais torturés de ouf. Et une histoire d'amour qui du coup leur permet de se reconstruire et d'avancer. Et c'était très bien fait dans Skyland, j'espère que ça le sera aussi dans celui-ci. En plus, bon bah Second Chance, Friends to Lover et Amour contrarié, ça veut dire que je suis partante. Le 25 septembre aux éditions Rajo sort Saint, qui du coup est un tome compagnon, un spin-off de Fable, puisque Saint c'est le papa de Fable, qui est un personnage détestable dans Fable, mais qui pour le coup peut être hyper intéressant, donc je vais même pas lire le résumé, mais je pense que ça promet en fait d'en apprendre beaucoup plus du coup sur l'univers, sur le personnage, et d'approfondir un petit peu les relations qui se construisent. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va donner, puisque c'est l'histoire du père de Fable quand il rencontre la mère de Fable, et ça va expliquer du coup pourquoi il est comme ça quand il est comme ça. La phrase n'avait aucun sens, j'ai l'impression que je vous ai dit 4 fois la même chose pour ce résumé, mais
C'est pas grave. Le 26 septembre sort aussi un livre en anglais qui s'appelle The Wingman. C'est le 3e tome dans la série Vancouver Storm de Stephanie Archer. Pareil, je vais pas vous faire un résumé parce que de toute façon, c'est une romance. On sait très bien ce qui va se passer. Mais j'avais adoré les 2 premiers tomes. Le premier s'appelle Behind the Net et le 3e s'appelle The Fake Out. Non, le 2e du coup s'appelle The Fake Out puisque le 3e s'appelle The Wingman. C'est une équipe de hockey et du coup à chaque fois tu suis un membre différent de l'équipe. Mais là en fait, l'histoire de ce 3e tome était introduite du coup dans les 2 premiers et ce qu'on voyait me donnait trop envie, donc je suis très impatiente de découvrir ça. En plus, la fille a les cheveux violets, ça me fascine, ça y est, je suis déjà accro et happée. Autre livre en anglais qui sort celui-ci le 1er octobre, ça s'appelle Nothing Like the Movies et bien évidemment c'est la suite de Better Than the Movies. Je ne vais même pas lire le résumé, de toute façon j'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Ouais, c'est juste marqué qu'en gros ils ont du mal à équilibrer leurs sentiments et leur vie quand ils rentrent au lycée, à la fac. Donc on n'en sait pas plus et c'est très bien comme ça. Je me garde la surprise, mais j'avais eu un gros coup de cœur pour le 1er tome, donc j'ai trop hâte de retrouver Liz et West. Le 2 octobre aux éditions Casterman sort le roman qui s'appelle La Lame du Roi. Lui aussi va sortir en 2 éditions différentes et les 2 couvertures sont sublimes. C'est plutôt de la fantasy, ça, c'est l'histoire de Kira qui est la lame du roi. Elle espionne, traque et assassine les ennemis de la couronne. Quand une révolte contre la famille royale éclate, elle est missionnée pour débusquer l'insaisissable personnage à la tête du complot, celui qu'on surnomme l'ombre. Mais en suivant sa trace dans les terres magiques des Fae, il y a des Fae, j'avais oublié ça, j'aime pas trop les Fae moi d'habitude. Mais bon, le résumé commence bien, alors continuons. Kira découvre à ses dépens une vérité troublante sur ses origines et sur celle de l'ombre. Rongée par le doute, elle va devoir choisir son camp, celui du roi qui a décimé son peuple ou celui de l'ombre qui menace la paix du royaume au nom de la liberté. Sans compter que ce dernier se révèle plus séduisant que prévu. Bien évidemment. Franchement, jamais entendu parler de ce roman. C'est une traduction, mais j'ai jamais entendu parler. Alors à moins que le titre, peut-être en anglais, me parle plus, je ne sais pas. Mais petite fantaisie bien comme il faut, let's go. Pareil, évidemment, le 2 octobre aux éditions Brajlon, enfin Big Bang, sort la réédition de Une Bresse sous la cendre. Vous n'êtes pas sans savoir que les 3 premiers tomes étaient sortis chez PKJ, mais faute de vente et parce qu'il y avait eu un écart de ouf entre chaque tome, la suite ne sortira jamais chez PKJ, mais du coup, les éditions Brajlon ont racheté les droits et nous ont fait une version sublime, franchement incroyable, le livre va être trop beau. Et si vous n'avez pas lu Une Bresse sous la cendre, qu'est-ce que vous faites en fait? Cette saga, c'est pépite, c'est vraiment l'archétype de la romantaisie incroyable. C'est l'histoire de Laia qui est une esclave et de Elias qui est un soldat, aucun d'eux n'est libre, car dans ce monde brutal rappelant la Rome antique, quiconque défie l'Empire risque l'exécution et la destruction de tout ce qui lui est cher. Laia le sait bien car sa famille a déjà payé un lourd tribut, mais le jour où son frère est arrêté pour trahison, elle n'a pas le choix, elle doit passer un dangereux marché avec les rebelles. En échange de leur aide pour faire libérer son frère, elle accepte de risquer sa vie en infiltrant la plus grande académie militaire de l'Empire. C'est là qu'elle rencontre Elias, le meilleur soldat de l'académie, qui pourtant ne rêve que d'une chose, se libérer de la tyrannie dans laquelle il a été enrôlé de force. Laia et lui vont bientôt réaliser que leurs destins s'entrecroisent et que leurs choix pourront bien influencer l'avenir de l'Empire lui-même. Tout est incroyable, que ce soit les personnages, que ce soit l'ambiance, les relations, l'univers, truc de ouf. J'avais lu que les 2 premiers tomes, mais du coup là, tous les tomes vont sortir dans une édition trop belle. Regardez-moi bien craquer comme un gros pigeon. Le 3 octobre aux éditions Slalom sort La mémoire du sang de Ellie Harini, un roman que j'ai aussi lu mais il y a très longtemps, puisque moi je connais un petit peu Ellie qui est une personne absolument adorable et très inspirante, qui m'avait fait l'honneur de m'envoyer son manuscrit avant qu'elle l'envoie à des maisons d'édition. Du coup j'avais lu cette histoire, mais c'était franchement c'était il y a au moins 4 ans, donc je m'en souviens pas très bien, mais j'ai trop hâte de le relire parce que je me souviens que c'était incroyable, tout simplement. Le résumé dit que tous les 10 ans, la Légion Neuve exige de chaque région de l'Empire qu'elle lui fournisse des jeunes enfants qui deviendront les forces vives de son armée. Kat et Shani sont de ceux-là, arrachés tôt à leur famille et ayant grandi ensemble. Elles forment avec 4 autres légionnaires une famille de cœurs soudés. Aujourd'hui surentraînées et redoutées, elles sont devenues des guerrières spectaculaires préparées à tout, sauf à ce que leur réserve leur première mission. Révolte, dissimulation, manipulation politique et liaison dangereuse, Kat et Shani font bientôt face à des enjeux qui dépassent la question de vie ou de mort auxquels elles ont toujours été confrontées. Pareil, je crois que ça sort avec une édition reliée, collector, tout ce que vous voulez. On est aussi sur un truc d'inspiration un petit peu romantique. Je sais pas d'autres mots, ça va être incroyable. De ce que je me souviens, c'était incroyable. Et je pense qu'on va kiffer, en fait, tout simplement. On finit avec 2 petites romances. La première, c'est The Striker, qui sort le 22 octobre. C'est un roman, évidemment, de Hannah Wang. Il ne sort pour le moment qu'en anglais, pardon. Mais c'est une romance sportive avec Asher Donovan, qui est un joueur de foot extrêmement connu. Et Scarlett Dubois, qui apparemment est une ancienne ballerine
qui a dû arrêter sa carrière après un accident et j'ai l'impression, si je me trompe pas, que du coup elle va devoir l'entraîner, enfin elle va un peu être coach pour lui pour qu'il se maintienne au niveau, mais surtout il me semble qu'elle est la sœur de son rival à lui, donc un peu tu vois relation interdite et tout. J'ai trop hâte et de toute façon moi tout ce que Hannah Wang va écrire je vais le lire, donc je sais pas pourquoi je fais semblant. Et je sais plus où j'ai vu ça, mais c'est un premier tome je crois. C'était pas précisé. Oui si, c'est marqué Book One. Let's go, let's go. J'aime trop quand ils font ça les auteurs. Quand ils font un tome, ils introduisent des personnages qui après auront leur tome. C'est ma passion. Et enfin le dernier livre que j'ai repéré pour l'instant, je vous le rappelle, il y en a bien d'autres que je vais acheter, c'est sûr. C'est Mad Majesty bien évidemment de Delinda Dane. Le premier tome sort le 13 novembre et c'est une saga du coup en 4 tomes je crois qui seront sur 4 princes différents et sur leurs petites histoires d'amour bien sûr. Le premier tome du coup est sur le prince Damian qui depuis son retour de l'armée enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage bien sûr, avec celle que sa mère lui a choisie, Ophelia St. John, une future épouse obéissante et malléable, en somme, parfaite pour le rôle. Mais Damian n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupe. Si l'institution lui impose des fiançailles, il compte bien choisir qui il épousera. Quoi? Qui il épousera. Et cela sera Esme St. John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Synesthète, aucune idée de ce que veut dire ce mot, je me renseignerai. Sarcastique mais profondément humaine et empathique, Esme parviendra-t-elle à ravir les cœurs du royaume ou précipitera sa chute? Il était temps que la vidéo s'arrête, ne pensez-vous pas, je ne sais plus parler. Mais lui aussi ça a l'air trop bien et comme je vous disais, il y a 4 tomes qui vont sortir à peu près chaque mois je crois jusqu'à la fin d'année. Bah non parce que si ça commence en novembre, Marie les calculs sont pas bons. Bref, il y aura 4 tomes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les couvertures, celle du premier en tout cas est trop belle donc je pense que quand on va les aligner ça va être magnifique. J'ai encore jamais lu de roman de Delinda Dane je crois, mais j'ai très hâte de découvrir ça. Voilà, c'est dit. Et ben on a terminé, je le dis, je le redis, c'est sûr que j'en ai oublié. Si vous avez repéré des sorties que je n'ai pas citées dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire parce que ma pile à lire n'est plus à ça près, ma wishlist non plus et mon compte en banque n'en parlons pas. Donc n'hésitez pas à me faire vos recommandations, n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente aussi, ou si vous avez prévu déjà d'en lire. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre un petit calendrier, comme le calendrier qui va, vous voyez les jours qui vont tomber là jusqu'à ces sorties qu'on attend avec impatience. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez donc pas à lâcher un petit commentaire pour me soutenir, à activer les notifications, à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!